Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce lundi 12 mai. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Les prix des repas dans les cantines scolaires augmentent, mais pas l'aide de la CPS. Elle n'a pas bougé depuis 2016. C'est toujours 500 francs et certains estiment que c'est désormais insuffisant. Dans notre décryptage du jour, Rehe Nadjarian nous parlera des aides sociales de la CPS, les allocations familiales ou encore les aides exceptionnelles. Il y en a un certain nombre que peut-être vous ne connaissez pas. Le harcèlement scolaire, un sujet à ne pas prendre à la légère. En France, un enfant sur 10 est harcelé. Cela se déroule particulièrement au collège. Les élèves polynésiens ne sont pas épargnés. Une enveloppe de 300 millions de francs est allouée cette année au Fonds Pacifique. Les projets ont été étudiés cet après-midi par le comité directeur présidé par Moetei Broderson. Pour en parler, nous recevons Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique. La pétanque, un sport qui devient populaire chez les jeunes à l'occasion des sélectives pour la Coupe du monde de la discipline. Nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux passionnés. Merci d'être avec nous. Le sujet concerne des milliers de familles polynésiennes, l'aide au paiement de la cantine scolaire. Elle a été fixée à 500 francs par la CPS et son montant n'a pas évolué depuis 2016. Pourtant, le coût de la vie a augmenté et cette aide est jugée insuffisante aujourd'hui par les familles bénéficiaires ou les communes qui prennent en charge la différence. Un exemple concret à Paea avec Heyar Itahiata et Teivaribé. Comme tous les jours d'école, ce sont plus de 1300 repas qui sont préparés ici, à la cantine centrale de Paea. Au menu aujourd'hui, du cassoulet avec du potiron à la place des carottes. Depuis 2022, en effet, le pays a voté une loi encourageant l'utilisation des produits locaux. Sur une année, c'est au moins 80% de poissons et 50% de fruits et légumes. Mais ces produits locaux ne sont pas toujours les moins onéreux. C'est un peu plus cher, mais d'abord ici on s'approvisionne d'abord dans la commune. Après, si on ne trouve pas dans la commune, on va vers les autres communes avec notre prestataire. Il faut voir les marchés publics, il faut voir tel fournisseur, les prix plus bas par exemple, mais pas forcément aussi viser plus bas, mais avec la qualité aussi. C'est plus dur ou plus simple? C'est plus dur, c'est vraiment une richesse sur du long terme, quoi. Résultat, à Paea, le coût réel d'un repas est de 800 francs. Mais la commune ne le facture qu'à 300 francs pour toutes les familles. Les 500 francs restants sont supportés par le budget général. Alors, le complément familial est bien présent, mais par rapport à sa variabilité, nous venons supporter cette aide-là. L'aide de la commune ne change pas, ça reste toute l'année pareillement. Est-ce que vous espérez que la CPS revoie le taux fixé pour les aides? Je laisse le soin à M. Fribourg de réfléchir à cela. Pour les familles qui ne bénéficient pas du soutien de la CPS, la commune a aussi prévu une bourse d'aide à la cantine. Une contribution temporaire et basée sur les revenus des familles, mais pour certaines d'entre elles, ces aides ne suffisent plus. Merci pour les aides, hein. Ça nous aide beaucoup dans les familles, hein. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Vous avez vu comment la vie d'aujourd'hui a augmenté? C'est pas assez. L'idéal pour nous, les parents d'aujourd'hui, c'est que vraiment qu'on ne fasse plus payer les cantines des enfants. Augmenter ou pas la prise en charge des repas des enfants à la cantine, tel sera peut-être l'un des prochains débats à la CPS. Pour l'heure, la direction ne souhaite pas s'exprimer sur ce dossier. On continue de parler de la CPS avec le montant des allocations familiales qui ont été augmentées en 2022 pour compenser la hausse des charges d'éducation et d'entretien des enfants. Bonsoir Rehe Nadjarian, vous vous êtes intéressé au sujet. À combien s'élève la revalorisation des allocations familiales? Bonsoir Marouki. Une revalorisation de 5 000 francs sur les allocations familiales des salariés, c'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres en 2022. En effet, cette allocation est passée de 7 000 francs à 12 000 francs par mois. Elle concerne 42 900 personnes en Polynésie. Du côté du régime RNS, c'est-à-dire des non-salariés, le montant des allocations familiales a aussi été revu à la hausse. Selon leurs revenus, les 3 000 non-salariés au FENUA peuvent toucher entre 3 000 francs et 12 000 francs. Concernant le régime de solidarité, le RSPF, eh bien pour les 16 900 personnes inscrites, l'allocation familiale est passée de 10 000 francs à 15 000 francs par mois. Une chose est sûre, eh bien, le surcoût de ces mesures est estimé à plus de 3,5 milliards de francs.
Le coût total de ces allocations s'élève donc à 9,5 milliards pour la CPS en 2023. Et des mesures exceptionnelles d'aide à la rentrée ont également été créées en 2022. Absolument, Marouki. Tous les enfants ayant des parents affiliés aux 3 régimes de la PSG peuvent bénéficier d'un complément exceptionnel pour les fournitures scolaires à hauteur de 3 000 francs afin d'acheter stylos, cahiers et autres. Une aide a également été octroyée pour l'achat de vêtements. Celle-ci concerne le régime des salariés. Elle est comprise entre 5 000 francs et 8 000 francs. À savoir que ces aides délivrées lors de la rentrée scolaire coûtent près de 621 millions de francs à la CPS ont coûté 621 millions de francs à la CPS en 2023. Pour finir, eh bien, sachez qu'une aide à la cantine a également été mise en place. Plus de 86 000 enfants ont pu bénéficier de repas pris en charge à hauteur de 88 francs par la CPS, une aide qui vient compléter celle plafonnée à 500 francs et que vous avez pu voir dans le reportage précédent. Merci beaucoup, Réhé Nadjarian. Et puis sachez qu'un séminaire consacré aux aides sociales en Polynésie est prévu mercredi à l'Assemblée à partir de 8 h. Le harcèlement scolaire toucherait 1 élève sur 10, selon le ministère de l'Éducation nationale. Tous les auteurs sont des victimes à la base. Cette phrase de Meimiti Omeran, psychologue au Whareta Mahau, illustre bien cet engrenage. Les violences physiques ou verbales répétées qui changent le comportement et la scolarité de l'enfant victime sont particulièrement récurrentes au collège. Lucille Guichet, Patrick Sinsing. C'est le cri du cœur d'une maman comme tant d'autres, démunie face au harcèlement que subit son fils en 6e. Mon fils, il se fait taper à l'école, il se fait racketter gratuitement. À un moment donné, en fait, il était hyper stressé, il avait tout le temps mal au ventre, il y avait des excuses pour pas aller en cours, justement. Mon fils, c'est quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui va pas chercher les problèmes, qui reste plutôt dans son coin et qu'il se fasse taper alors qu'il cherche pas de problème, c'est énervant. Le harcèlement scolaire, ce sont des violences verbales ou physiques répétées à l'intérieur ou en dehors de l'école, avec une volonté de nuire et sans équilibre des forces entre les élèves. Le collège Louis Tehea Carlson de Papeete fait partie des établissements qui célèbrent le Blue Shirt Day, un jour dans l'année où élèves et équipes éducatives sensibilisent à la question du harcèlement. Les élèves ont été sensibilisés déjà depuis l'école primaire. Donc quand on parle avec eux des situations de harcèlement, ils savent très bien les enjeux, ils savent très bien de quoi on parle. Il existe du harcèlement physique, verbal, social en isolant un élève et du cyberharcèlement en ligne. Au Whareta Mahau, où les consultations sont gratuites, les jeunes sont nombreux à venir parler de ce mal-être professionnel. Les premiers signes qui doivent alerter sont un changement du comportement et un impact sur la scolarité. L'enfant qui le subit et qui voit des adultes qui minimisent ce qu'il subit, en fait, il va intérioriser ça. Il va se dire, c'est normal. C'est comme ça, en fait, que les choses fonctionnent. Et en fait, en posant les choses de cette manière-là, si l'enfant comprend que c'est normal et que c'est comme ça que tourne le monde, eh bien, il risque de le reproduire aussi lui un jour. En cas de harcèlement, l'élève doit pouvoir en parler à un adulte de confiance ou à un camarade. Dans tous les cas, il faut prévenir l'établissement scolaire qui mettra en place un protocole. Une ressortissante colombienne a été arrêtée par les douanes à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Elle avait dans ses valises 8 millions de francs en liquide. D'après nos confrères de TNTV, une information judiciaire a été ouverte après des suspicions de blanchiment. La jeune femme n'a pas su expliquer la provenance de cet argent. Le comité directeur du Fonds Pacifique s'est réuni aujourd'hui à la présidence. Le Fonds Pacifique est un fonds financier qui existe depuis 1985 avec une enveloppe annuelle de près de 300 millions de francs. Son objectif est de contribuer au financement de projets pour soutenir l'intégration régionale des collectivités françaises dans le Pacifique. Ces projets incluent donc forcément des territoires indépendants du Pacifique. Avec les restrictions budgétaires à Bercy, l'enveloppe annuelle de ce fonds a baissé. On écoute Moïté Broderson à ce sujet. C'est malheureusement un fonds qui est sujet à une diminution suite à la contraction budgétaire et à l'effort qui est demandé au niveau national. Les budgets, on n'a pas encore confirmation, mais on nous dit qu'ils ne vont certainement pas augmenter et potentiellement baisser. Donc ça supposera d'utiliser encore de manière encore plus optimale les fonds qui demeurent.
Et pour parler de ce fonds Pacifique, nous recevons en plateau Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le comité directeur s'est donc tenu cet après-midi. La priorité 2025, ce sont les projets qui s'inscrivent dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur les océans. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, nous avons créé ce fonds en 1985. Donc il existe dans un objectif d'intégrer les territoires français du Pacifique et les États indépendants, donc de faire de sorte qu'il y ait de vraies relations d'interdépendance entre les uns et les autres. Et cette année, la thématique, c'était la lutte contre le changement climatique, la nutrition durable et l'intégration économique. Et donc, on a distribué l'enveloppe entre les 3 territoires, mais aussi des guichets qui se situent dans tous les États indépendants du Pacifique, au bénéfice des territoires, des collectivités françaises dans le Pacifique. Donc particulièrement sur les océans, est-ce que vous avez un exemple concret? Des exemples concrets, je ne peux pas trop dévoiler le secret du délibéré, mais on a des projets qui visent par exemple à lutter contre l'érosion côtière ou la montée des eaux. On a des projets qui visent à protéger contre la montée des insectes envahissants, la virologie, à cause du changement climatique précisément. Et donc là, l'Institut Mallardé, par exemple, a des projets, a des laboratoires de virologie et de lutte contre la ciguatera, qui sont des exemples d'excellence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités françaises du Pacifique ont des pôles d'excellence que n'ont pas du tout les petits États indépendants du Pacifique. Et donc, ce qui est formidable et ce que veut mettre en valeur ce fonds, c'est l'excellence de chaque collectivité. Sachant qu'il y a 7 ambassades de France bilatérales dans le Pacifique, on imagine que ça a permis de créer des liens économiques ou des collaborations entre des territoires français et des territoires indépendants? Absolument. Donc, je prends un exemple qui est la scorie de nickel qui existe en Nouvelle-Calédonie et qui intéresse beaucoup de petits États indépendants qui sont en train de disparaître. Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, les îles Marshall, le Tonga, qui ne peuvent plus utiliser de sable pour leur construction parce que le sable, d'abord, ça contribue à l'érosion côtière et d'autre part, c'est un matériau qui est complètement fragile, humide et qui se détruit à n'importe quelle intempérie. Et donc là, on va exporter, on va utiliser ces scories de nickel qui sont un matériel très stable et en plus écologique pour contribuer à lutter contre l'érosion côtière dans ces pays-là. Et en Polynésie, on a aussi le CRIOB, par exemple, qui est cet institut qui travaille sur la préservation du corail, la lutte contre le blanchissement des barrières de corail, la préservation de la biodiversité marine. Et on travaille beaucoup, il travaille aussi avec d'autres pays. Donc c'est vraiment faire de sorte que les collectivités et les territoires indépendants travaillent ensemble. Très rapidement, Madame l'ambassadrice, le budget a été réduit cette année. Est-ce qu'on connaîtra le budget? Quand est-ce qu'on connaîtra le budget 2026 du Fonds Pacifique? On est en train de négocier. On veut le faire revenir au niveau d'origine. Nous avons bientôt un sommet Pacifique-France. Et donc, ce sera l'occasion de travailler à cette augmentation. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Pour élargir le champ d'action des communes dans certains domaines de compétences comme le social, le sport ou la culture, il faut d'abord les protéger juridiquement. C'est en ce sens qu'une proposition de loi est actuellement portée par les sénateurs polynésiens. Les initiatives de proximité durant la pandémie du Covid-19 étaient un bon exemple. Les détails avec Nicolas Suire et Jérôme Lee. Les opérations cartables, depuis des années, ont lieu dans diverses communes. Mais juridiquement, les municipalités n'ont pas le droit de déclencher de tels événements. Ils relèvent de la compétence du pays. De même que d'autres actions sociales, sportives et culturelles. Lorsque la population a un besoin ou des problèmes, ils vont toujours rencontrer le Tamana et c'est le Tamana à développer les actions. Et donc, ces compétences qui sont exercées déjà par les Tamana depuis fort longtemps, donc les Tamana, les communes demandent à être couverts juridiquement.
Cette doléance des maires date de plusieurs années. Ils demandent non pas un transfert de compétences, mais une autorisation d'agir légalement. Les sénateurs de Polynésie, soutenus par les autonomistes, portent une loi organique devant le Sénat. Elle vise à modifier le statut d'autonomie interne. Il existe depuis plus de 20 ans donc des dispositions qui prévoient que le pays peut habiliter en fait nos communes pour chacune de ses compétences par une loi de pays à agir. Force est de constater que depuis 20 ans, ce dispositif a été utilisé, je crois, 3 fois et une seule fois de manière très importante pendant la période Covid. Pour la majorité, pas besoin de modifier le statut, d'autant que ce dernier prévoit déjà un cadre. C'est pas compliqué du tout et on ne passe pas à chaque fois par une loi de pays. On fait une loi de pays et ensuite, une fois que la loi est prise, on sait exactement quelle commune peut faire quoi, dans laquelle des compétences inscrites à l'article 43.2. Ce qui nous paraît, nous, peu souhaitable et dangereux, c'est de l'autoriser de manière ouverte, sans préalable et sans encadrement. Mercredi, le Sénat examinera la proposition de projet de loi organique, alors que la majorité promet bientôt une loi de pays. Un événement culturel a été organisé samedi et dimanche pour les collégiens à Nukuhiva. Autour de la professeure de marquisien, les jeunes ont pu s'initier aux us et coutumes de leur archipel. Danse marquisienne, confection de colliers de graines, sculpture sur os et bois ou encore tressage végétal. Les initiations ont été nombreuses. L'objectif pour la coordinatrice de l'événement, Laïsa Din, c'est d'aller encore plus loin. Elle en parle au micro de Marie Curva. On a des élèves qui ne savent pas décortiquer un coco, donc c'est un moyen pour eux de toucher. Aussi de les préparer à nos futurs projets, parce que nous projetons d'organiser le Matava'a des collèges des îles Marquises et un futur projet proche qui est de participer au Heiva Taurea. Les jeunes se mettent aussi à la pétanque. Ils étaient une trentaine de Tahiti et des îles à avoir participé la semaine dernière au sélectif de la prochaine Coupe du Monde. À Hotumaru, à Papara, ils ont pu se faire une place parmi les adultes. Jules Bourga, Teivaribé. À 9 ans, Iñaki pointe déjà comme un champion et ne se laisse pas impressionner par les plus grands. C'est quoi qui te plaît dans la pétanque en fait? C'est le tir, le point et la précision. La pétanque, c'est souvent une affaire de famille. On joue le week-end, toute la journée et avec les enfants. Moi, je viens pour les supporter et je les encourage à aller plus loin. Comment ils sont allés dans la pétanque alors, si toi tu jouais pas? Si tu veux, le papa il joue déjà dans la pétanque. Bon après, c'est une... Comment dirais-je? C'est pour le fun, hein, pour le plaisir. Hein. La pétanque, c'est un sport de concentration. Tu es obligé de te concentrer, de rester zen. Parce que plus tu t'excites, plus ta concentration est perd. Donc ça permet de canaliser l'énergie et en même temps le collet. C'est un sport qui canalise les jeunes. Parmi la trentaine de jeunes qui participaient au sélectif pour la Coupe du Monde, 4 se sont démarqués. 2 garçons et 2 filles iront en Espagne en octobre avec leur petit secret. D'abord tu vas, tu te rends un petit cochon, tu prends ton temps et là tu tires. Imagine ça touche pas, qu'est-ce que tu lui dis alors? C'est pas grave. Voilà mon souhait est de faire participer tous les jeunes dans la pétanque. Et voilà le résultat, on part en voyage, on va faire le championnat du monde. Cette expérience n'aurait pas pu être envisagée sans la volonté de la fédération. Qu'importe le sport, on essaie de motiver les jeunes pour ne pas les laisser traîner sur la route et autre chose. Donc c'est une façon comme une autre dans tout sport de les amener, mais en donnant quelque chose au bout. Et ce quelque chose, c'est un voyage en Espagne au mois d'octobre pour la Coupe du Monde junior de pétanque.
L'information principale de ce lundi 12 mai, la prise en charge des repas dans les cantines scolaires par la CPS au bénéfice des familles soumises au régime de solidarité n'a plus été augmentée depuis 2016 et cela malgré la hausse du coût de la vie. Elle est toujours fixée à 500 francs. Les communes sont aujourd'hui obligées de supporter la différence. À la une de Tahiti Info, demain, aux assises, un papy violeur de sa petite fille. Il sera question de la campagne de sensibilisation au cancer de la peau demain dans l'invité café. Vayanou Leroy, une dermatologue, viendra notamment parler de la journée de dépistage prévue ce mercredi à la mairie de Punaauia. Sur vos écrans, ce soir, 2 épisodes de la série Cacao, l'or noir, puis votre magazine Notre vraie nature. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.